Imagine si on pouvait voyager dans le temps. Mais c'est pas possible. Mais si, Doctor Who le fait bien. Mais Doctor Who, il a un TARDIS. Eh bien, fabrique un TARDIS, on verra après. C'est parti. Je vais le faire avec mon pote Albert. Albert, Albert qui? Albert Einstein, bien sûr. Pour pouvoir voyager dans le temps, il faut d'abord savoir ce qu'est le temps. En physique, le temps est considéré comme une dimension à part entière, au même titre que les 3 dimensions physiques qui nous entourent. Cependant, il ne peut s'écouler que dans un seul sens, du passé vers l'avenir. C'est ce qu'on appelle la flèche du temps. Par contre, on ne peut pas mesurer le temps. On peut seulement mesurer une durée, de même qu'on mesure une longueur et non pas une profondeur. Donc si le temps est comparable à l'espace et que l'on peut voyager dans l'espace, alors on doit pouvoir voyager dans le temps. Mais déjà, comment on fait pour voyager dans l'espace? Attention, préparez-vous, je vais voyager dans l'espace. Notre espace est constitué de 3 dimensions, dans lesquelles on trouve 2 échelles, microscopiques et macroscopiques. Mais on va principalement s'intéresser pour le moment à l'échelle macroscopique. L'espace désigne le cadre physique, perceptif, représentatif ou conceptuel à l'intérieur duquel des objets réels ou représentés, mobiles ou immobiles, animés ou non animés, sont situés et déplacés activement ou passivement dans un système de relations spatio-temporelles. Ouais, si je comprends bien, c'est juste des mots compliqués pour dire que l'espace définit le monde dans lequel on vit, quoi. Oui, mais la précision, c'est important. Soit, maintenant que nous avons vu l'espace, que nous avons vu le temps, intéressons-nous à l'espace-temps. Comme personne ne s'en doute, l'espace-temps, c'est le mélange de l'espace et du... Temps. On retrouve l'espace-temps dans la théorie de la relativité de notre cher Albert, qui remplace l'idée d'un espace absolu. L'image la plus commune étant celle d'un drap tendu. Alors, ça avance ton TARDIS? Ouais, j'ai même terminé. Montre-nous alors. Tada! Mais c'est un poster! C'est un poster de TARDIS fonctionnel. Fonctionnel pour décorer les murs, oui. Ah ah! Tu rigoleras moins quand je reviendrai du futur. Maintenant, démonstration. En attendant qu'Alexis revienne parmi nous, on va commencer par évoquer les différents moyens permettant de voyager dans le temps. Tant dans le passé, qui tend à être présent, prétendant devenir futur. Et dans un second temps, nous verrons les conséquences biologiques un tantinet dangereuses. Attends, j'ai vu dans le futur que cette phrase prenait beaucoup trop de temps. Ouais, en gros, le voyage dans le futur, puis dans le passé, et les conséquences biologiques. Pour commencer notre petit florilège des façons de voyager dans le futur, Alexis va nous faire une démonstration. C'est parti. On peut féliciter Alexis qui vient de voyager 5 secondes dans le futur. Mais on peut aussi applaudir Willy et Constant qui viennent exactement de faire la même chose. De la même manière, Marie-Josette vient aussi... Stop! Ça, c'est le voyage dans le temps ennuyant. Toutes les secondes, on avance d'une seconde. Mais en y réfléchissant bien, il y a moyen d'améliorer cette technique grâce à la cryogénisation. La cryogénisation consiste à conserver un corps dans un milieu très froid, comme par exemple de l'azote liquide. Ainsi, plus on est proche du zéro absolu, mieux c'est. Le corps fonctionne au ralenti et on allonge considérablement la durée de vie. Et on ne voit pas le temps qui passe. Donc quel est le rapport avec le voyage dans le temps? Eh bien il suffit de se faire cryogéniser, d'attendre plus ou moins longtemps et de se faire réveiller à l'époque voulue. Seul bémol, on se fait congeler mais on ne sait pas décongeler. Ah ouais, ça marche pas comme les plats surgelés, hein. Par contre, c'est pas très rapide, mais au moins on est sûr que ça marche. On peut par exemple citer les animaux poikilothermes qui utilisent ce principe lors de leur hibernation. Ours. Grenouille. L'héros. Alors certes, ça marche, mais c'est pas très palpitant, hein. Nous, on veut du spectaculaire. Alors attends, parce qu'il arrive. Qui ça? Vous vous souvenez de l'espace-temps? Eh bien, on vous l'a apporté ici.
Déjà, on va commencer par ajouter la Terre. On constate qu'elle déforme un peu le drap. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. On ajoute un trou noir. On peut remarquer qu'il déforme beaucoup plus le drap et la Terre est attirée par celui-ci. Et c'est là qu'intervient Einstein. Il nous dit que le temps est beaucoup plus lent ici que là. C'est la relativité générale. Donc pour voyager vers le futur, il suffit de s'approcher du trou noir pour qu'une seconde ici équivaille à 10, 100, 1000 secondes sur Terre. Grâce à ça, on peut transformer un voyage d'un an en un voyage de plusieurs années sur Terre. Mais bon, s'approcher d'un trou noir, ça reste quand même dangereux. Il faudrait mieux trouver une autre solution. Pour rester dans la relativité, on va se pencher sur la relativité restreinte. Pour aller vite, elle nous dit que lorsque on se rapproche de la vitesse de la lumière, le temps passe plus lentement dans le vaisseau que sur Terre. Toutefois, les effets de la relativité restreinte ne sont visibles qu'à de très grandes vitesses. Dans une voiture roulant à 130 km/h, le temps passe plus lentement à l'intérieur qu'au dehors. Mais cela est imperceptible. Disons qu'à partir de 50% de la vitesse de la lumière, ça commence à devenir intéressant. Alors que si on va à 99,999999%, alors une seconde dans notre vaisseau équivaut à 22 320 secondes sur Terre. Soit 6,2 heures. Et 6 heures et 12 minutes. Donc on obtient le même effet que lorsqu'on se rapproche d'un trou noir, mais c'est un petit peu moins dangereux. Jusque-là, on a voyagé dans le temps, et un peu dans l'espace. Mais ce serait quand même bien qu'on puisse mêler le temps et l'espace. Bien c'est pour ça qu'il existe les trous de verre. Enfin qu'il existe sûrement les trous de verre. Les trous de verre, c'est un trou qui relie deux points différents de l'espace-temps, donc à deux époques différentes et deux endroits différents. Qu'est-ce qu'on attend pour sauter dedans? Déjà, il faudrait être sûr qu'ils existent. Et en plus, il faut en trouver un. Ça peut paraître surprenant, mais créer des trous de verre, on sait le faire au CERN. Sauf qu'ils sont minuscules et ont une durée de vie de 10 puissance moins 43 secondes. Et on n'est même pas sûr que ce soit vraiment des trous de verre. On peut même pas les étudier. En revanche, ça n'empêche pas les trous de verre d'être une des meilleures méthodes pour voyager dans le temps. Même s'ils peuvent parfois s'avérer être un peu imprévisibles. En effet, on ne sait ni où ni quand on va atterrir. Bon les gars, c'est sympa. Grâce à vos techniques, je vais pouvoir connaître les sujets du bac en avance. Mais comment je fais pour tourner à mon époque? Bah, je sais pas, demande-lui. Retourner dans le passé. Non mais, c'est pas Google qui va t'expliquer la physique. Principe de causalité. Quoi? Alors, avant de voyager dans le passé, il faut d'abord définir une notion primordiale. Le principe de causalité. Une cause ne peut se dérouler qu'avant son effet. Et son effet ne peut pas rétroagir sur la cause. Par exemple, vous faites des œufs brouillés. Bon, la cause, vous faites des œufs brouillés. L'effet, les œufs sont brouillés. Le principe de causalité dit qu'on ne peut pas débrouiller les œufs. Logique. Ça peut paraître anodin, mais c'est fondamental. On sait qu'un trou de verre relie deux époques, donc le passé et le futur. Vous voyez où je veux en venir? En effet, il suffit de prendre le trou de verre dans l'autre sens, du futur, enfin du présent, vers le passé. Les trous de verre, dit comme ça semble être la solution. Mais on rappelle qu'on ne connaît rien à leur sujet. Autre moyen, voyager plus vite que la lumière. Allez, c'est bon, on l'embarque. Commence à dire n'importe quoi. Même si Einstein nous dit que c'est impossible, on peut essayer de passer outre. En effet, si voyager proche de la vitesse de la lumière nous fait aller vers le futur, voyager plus vite nous fait revenir dans le passé. Cela relève de l'espace-temps quantique, mais c'est beaucoup trop compliqué. On va juste dire que cela marche. Attention toutefois à respecter le principe de causalité qui est très contraignant. Petit aparté sur les paradoxes. Par exemple, le paradoxe de Shakespeare. Dans ma bibliothèque, j'ai Hamlet de Shakespeare. Je retourne dans le passé pour le lui donner, en lui disant « Tiens, sors ça, ça fera un carton ». Shakespeare sort Hamlet et se retrouve dans ma bibliothèque. Si on me pose la question « Qui a écrit Hamlet ?», je répondrai « C'est Shakespeare ». Et Shakespeare dira qu'on lui a donné. Paradoxe. Plus simple, le paradoxe du grand-père. Je vais dans le passé pour tuer mon grand-père. Il ne conçoit pas mon père, donc je ne nais pas. Si je n'ai pas, je ne peux pas tuer mon grand-père. Donc si je ne tue pas mon grand-père, mon père naît et me conçoit. Donc je nais, je peux tuer mon grand-père. Paradoxe. Ce sont là les conséquences du principe de causalité, mais on peut les contourner. Deux choses. Soit le voyage dans le passé est impossible, et c'est triste. Soit on a des univers parallèles. Par exemple, je suis ici, je retourne dans le passé et donc je change d'univers.
Je tue mon faux grand-père et donc je peux naître. Pour cette fois, on va ignorer le principe de causalité et passer dans une boucle temporelle. Oui, mais laquelle? Il en existe deux types. Kurt Gödel dit que lorsqu'on va dans le futur, on retourne dans le passé. Mais ça supposerait un univers en rotation, or l'univers ne tourne pas. Cependant, un trou noir suffit. En effet, cela marche si un trou noir tourne assez vite sur lui-même. Mais la boucle temporelle est locale et limitée de la création jusqu'à la destruction du trou noir. Deuxième boucle temporelle, la boucle causale, où un événement du passé se produit grâce à un événement du futur. Le meilleur exemple est dans Harry Potter 3, où Harry retourne dans le passé pour se sauver lui-même. Donc il est vivant grâce à lui du futur. Mais bon, accepter les boucles temporelles, ça revient à mettre en cause le principe de causalité, qui est fondamental dans la physique. Voici la liste de tous les moyens évoqués dans cette vidéo. On va utiliser les meilleurs. Déjà, on va supprimer les trous de verre. Même si ça semble être la solution la plus efficace, on n'est même pas sûr qu'ils existent. On enlève également les boucles causales, parce qu'elles contredisent le principe de causalité. Il nous reste alors la cryogénisation, le voyage à grande vitesse, le voyage supraluminique, les boucles temporelles et les trous noirs. C'est avec ces éléments que l'on va essayer de déterminer la meilleure façon de voyager dans le temps. Pour ce faire, nous allons nous inspirer de l'IXS Enterprise, un projet de la NASA de 2013. L'IXS Enterprise est un vaisseau supraluminique, c'est-à-dire capable de voyager plus vite que la lumière. Il dispose de 2 anneaux épais extérieurs pour réduire l'énergie requise, qui génèrent le champ d'une chaîne de contraction de l'espace à l'avant et d'expansion de l'espace à l'arrière de l'appareil. L'espace à l'intérieur des anneaux est optimisé afin d'avoir plus de place pour le fret, l'équipage et l'équipement. Merci Wikipédia. En gros, ce vaisseau est capable de contracter et de dilater l'espace-temps. Il va alors pouvoir surfer en quelque sorte sur une vague qui lui permet d'atteindre des vitesses supraluminiques. Or, on a vu plus tôt que voyager plus vite que la lumière, c'est être arrivé avant d'être parti, soit un voyage dans le temps vers le passé. Mais on peut aussi aller vers le futur. Il suffit de ne pas aller trop vite et de juste frôler la vitesse de la lumière. Ainsi, notre vaisseau, que nous avons choisi d'appeler la WAC Enterprise, sera constitué de 2 anneaux. Ces anneaux lui serviront en quelque sorte de centrifugeuses et lui permettront de modifier l'espace-temps. Les centrifugeuses serviront à créer une gravité artificielle, soit un petit nid douillet pour nos membres d'équipage. D'ailleurs, parlons-en de notre équipage. Nous allons équiper notre WAC Enterprise de cabines de cryogénisation, comme dans les films de SF. Ça servira à éviter l'ennui pendant les longs voyages. On peut même imaginer voyager jusqu'à un trou noir en rotation pour profiter de la boucle temporelle créée. L'idée, c'est de propulser notre vaisseau à fond dans l'univers. Mais le premier problème auquel on se confronte, c'est l'accélération. En effet, 1G, 2G, 3G, on est vite réduit en bouillie d'organes. Regardons plutôt dans ce tableau les conséquences de l'accélération sur notre organisme. Tout d'abord, à 1G, tout est normal, sauf que l'on est collé au mur du fond. En effet, si on met les membres de l'équipage dans notre vaisseau, ils subiront une force de l'avant à l'arrière. À moins d'être attaché, il est impossible de se tenir debout si le vaisseau accélère. On peut donc se permettre de monter à 2G et de subir une accélération un petit peu plus forte. Là, on commence à se sentir lourd, car d'après la formule P égale mg, si on double l'accélération, on double le poids. Bon, on n'est plus à ça près, alors on passe à 3G. Et là, ça pique. À 4G apparaît le voile gris, donc diminution de la vue, d'autant plus que l'on pèse 4 fois son poids. On continue. 5G, le voile noir. On ne voit plus rien. Et à 6G, perte de connaissance. Et plein d'autres répercussions pas vraiment drôles. Déplacement des tissus mous, diminution du débit cardiaque, augmentation du rythme cardiaque. Il y a aussi la compression des vertèbres et une incapacité à bouger. On notera aussi que les fonctions mentales sont gravement altérées. Inutile de dire qu'au-delà de 7G, ça ne se passe pas bien. En revanche, il existe des combinaisons anti-G pour pallier à ces problèmes. Ainsi, les pilotes de chasse peuvent monter jusqu'à 9G. Donc reprenons notre bonhomme, mettons-lui une combinaison anti-G et disons qu'il peut supporter jusqu'à 3G avec comme seule conséquence son poids triple. D'après la formule T égale à delta V sur A, on peut calculer qu'une accélération de 0 à 3 10 puissance 8 mètres par seconde durera 10 193 680 secondes, soit 3 mois et 26 jours. Vous vous imaginez presque 4 mois seul à supporter 3 fois votre poids? Non, 3G, c'est pas une bonne accélération. On peut donc soit diminuer ou augmenter l'accélération.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va vraiment pas augmenter. En effet, si on passe à 4G, la phase d'accélération dure beaucoup moins longtemps, 3 mois, soit 26 jours en moins. Cependant, les conditions sont beaucoup plus dures. Alors pourquoi pas passer à 2G? Parce qu'à 2G, ça va durer 5 mois et c'est la même chose. On en déduit donc que quelle que soit l'accélération, il se pose toujours le même problème. On va donc revenir dans notre liste des moyens mis à notre disposition et trouver une solution. Et là, c'est parfait, parce que notre WAC Enterprise possède des cabines de cryogénisation. On va pouvoir aller aussi vite que l'on le souhaite. Enfin, peut-être pas. En effet, la cryogénisation ralentit les enzymes, donc elle ralentit les cellules. Ça permet aussi de maintenir les organes en place et de rendre l'organisme beaucoup plus résistant. Vous vous souvenez du déplacement des organes à 6G? Eh bien, on peut l'ignorer alors. On pourrait même aller plus vite, mais étant donné que les sources à ce sujet sont très rares, on va éviter. Autre problème, l'absence de gravité qui va affaiblir les muscles. Problème qui n'en est pas un, car les muscles sont congelés et figés, ils sont donc insensibles. Pour résumer, on propulse notre vaisseau à fond vers le trou noir, avec notre astronaute cryogénisé. L'accélération dure 2 mois, mais une fois arrivé, on fait quoi? Nous sommes arrivés à environ 300 000 km/s, et là, deux solutions s'offrent à nous. Soit on continue d'aller vite pour voyager plus loin dans le futur, Soit on se met en orbite autour d'un trou noir en rotation pour 1. Profiter du champ gravitationnel, Et 2. Profiter de la boucle temporelle créée et revenir dans le passé. dans les deux cas, un problème survient. Il ne s'agit ni plus ni moins que de la gravité. En effet, lorsqu'on s'approche d'un trou noir, la gravité est tellement forte qu'on est réduit en spaghetti. la cryogénisation a beau nous protéger de l'accélération, là, c'est quand même un trou noir. Cela dit, si on est assez loin, on peut résister. Alors quand même pas trop loin, parce que sinon le trou noir n'a plus d'intérêt. Le but du jeu, c'est d'être le plus près de la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, c'est cet endroit où la gravité est tellement forte que rien ne peut s'échapper, même pas la lumière. La tête est attirée, mais pas autant que les pieds, d'où les spaghettis. Pour comprendre ce qui va se passer, il faut remonter le temps justement, il y a 2 milliards d'années, au début des eucaryotes. Lorsque les organismes sont devenus pluricellulaires, les cellules se sont assemblées de telle sorte à pouvoir résister à la gravité terrestre, c'est-à-dire Du haut vers le bas, de 1G et surtout constante. Si on modifie ces paramètres, notre organisme n'est pas adapté. Par exemple, si on change la gravité de sens, c'est-à-dire du bas vers le haut, en se mettant la tête en bas, eh bien notre cerveau reçoit trop de sang et n'aime pas vraiment ça. si l'on change la force de la gravité, par exemple qu'on passe à 10G, inutile de dire que l'on s'effondre par terre. Ce qui nous intéresse, c'est lorsque la gravité n'est plus constante. Là, les tissus cellulaires, on suppose qu'ils vont se déchirer. On suppose parce qu'il y a très peu, voire pas de recherche à ce sujet, encore moins si on rajoute le facteur cryogénisation. Dans le cas de notre astronaute, la gravité ne pose aucun problème, car les cellules sont gelées du fait qu'il est cryogénisé. Oui, mais non, parce qu'on parle quand même d'un trou noir et c'est pas des petits glaçons qui vont résister, hein. Spaghetti! Il nous faut donc une solution, et elle est très simple. S'éloigner malheureusement du trou noir, ce qui équivaut à un champ gravitationnel moins fort. Conséquence, un voyage dans le futur moins efficace, mais le voyage dans le passé, quant à lui, ne sera pas impacté. D'ailleurs, parlons-en de ce voyage dans le passé. C'est pas vraiment rentable, parce qu'en fait, pour aller jusqu'à la fin de la boucle temporelle, il faut aller jusqu'à la mort du trou noir. Et la mort du trou noir, ça peut prendre des milliards d'années. Et puis il faut trouver un trou noir en rotation. Et c'est pas vraiment commun. Alors, on récapitule. On arrive au trou noir, mais on garde une orbite quand même assez éloignée. Cette méthode ne s'adapte pas au voyage vers le passé, mais reste assez efficace pour aller dans le futur. Maintenant, il reste à voir comment se passe le retour sur Terre. Au cours de nos recherches, nous sommes tombés sur un problème imperceptiblement important. Celui des rayons cosmiques auxquels sera soumis notre astronaute pendant le voyage. Le rayonnement cosmique est composé de particules chargées électriquement et se déplaçant à très grande vitesse. Ce sont surtout des protons et autres matières baryoniques. Les astronautes y sont constamment exposés, même dans l'ISS. Par chance, notre champ magnétique nous en protège. Mais alors, que font-ils, ces rayons cosmiques? Eh bien, on distingue deux types d'effets sur notre organisme. Tout d'abord, les effets aigus, qui surviennent immédiatement évidemment. Destruction des cellules, de la moelle osseuse et de la muqueuse intestinale. Brûlure de la peau, vomissement et mort. Plutôt immédiat comme effet. Ensuite, viennent les effets stochastiques. Ceux-là sont différés dans le temps et interagissent au niveau de nos cellules. Ils provoquent par exemple des mutations de l'ADN, des leucémies, voire des cancers. Il est donc capital de s'en protéger. 80 mm d'acier, ça suffit, non?
Eh ben non, c'est peut-être la pire idée après sortir tout nu du vaisseau. Hein. En fait, les rayons cosmiques viennent frapper la plaque de métal et produisent des gerbes de particules secondaires encore plus désastreuses. Il faut donc à l'inverse privilégier des matériaux plus légers, tels que le plastique, l'eau ou des matériaux à base d'hydrogène. Quoi qu'on fasse, c'est quasiment impossible de s'en protéger. Il faut donc essayer de les minimiser au possible. Et cette fois-ci, on ne peut pas se reposer sur la cryogénisation, parce que comme on l'a dit, rien n'arrête ces satanées particules. On est désormais sur le chemin du retour et on se rapproche de notre planète. Mais bon, hors de question de se pointer à 300 000 km/s. Pour cela, il va falloir décélérer et passer de 300 000 km/s à 0 km/s. Et pour ça, on va décélérer comme à l'aller, à moins 6G, ce qui va nous faire à peu près 2 mois de voyage. Mais on va pas trop s'attarder sur les détails, parce que, encore une fois, la cryo est là. Notre voyage est à présent terminé, retour à la maison, il est temps de débriefer et merci d'avoir choisi la WAC Enterprise. Tout au long de ce TPE, nous avons vu plein d'éléments nous permettant de voyager dans le temps. Mais bon, maintenant il faut faire un petit peu de tri et clarifier les choses. Tout d'abord, nous avons pu constater que le voyage dans le passé est beaucoup plus dur que le voyage dans le futur. Ça repose sur de la physique très poussée et nous ne sommes pas encore capables de le faire. Le seul moyen efficace de voyager vers le passé, c'est le voyage supraluminique. Enfin, efficace si on néglige la quantité infinie d'énergie nécessaire. Par contre, pour ce qui est d'aller dans le futur, là nous avons du concret, avec notre projet de la WAC Enterprise. Un vaisseau spatial capable d'aller à une vitesse proche de celle de la lumière, équipé de cabines de cryogénisation pour les longs voyages, de 2 centrifugeuses pour accueillir des voyageurs conscients, et équipé d'une technologie permettant de déformer l'espace-temps pour se propulser. Avec ce vaisseau, on effectue le trajet suivant. Terre-trou noir pendant 2 mois, une accélération de 6G pour passer de 0 à presque 300 000 km/s. Ensuite, orbite autour du trou noir, on profite de la déformation de l'espace-temps pour améliorer notre ratio temps sur Terre, temps dans le vaisseau. Et enfin, trou noir-Terre pendant 2 mois, décélération de moins 6G et retour au bercail. Pendant tout ce temps, notre courageux voyageur temporel est cryogénisé. Il est donc protégé des dangers de son périple, tels que l'accélération, les écarts gravitationnels ou encore les rayons cosmiques, voire même la décélération. Ça semble simple sur le papier, mais les technologies requises pour un tel voyage nous dépassent totalement, nous, petits scientifiques du XXIe siècle. En effet, l'humanité est très loin de maîtriser le voyage dans le temps. Mais le sera-t-elle un jour ? Et puis, a-t-on réellement besoin de connaître notre futur et de revisiter notre passé ?